Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Ce soir, j'ai de belles surprises pour vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! 50 ans après L'Exorciste, film culte de William Friedkin sorti en 1973, l'un des films les plus terrifiants qui a traumatisé le public du monde entier, le film d'horreur L'Exorciste Dévotion, premier d'une trilogie, sort enfin dans les salles obscures. Casting original et son œuf, cette suite promet d'être encore plus terrifiante. Le cinéma, ce n'est pas juste de bons acteurs, c'est aussi une multitude de professionnels qui s'activent en coulisses pour qu'au final nous ayons des étoiles plein les yeux. Et justement ce soir avec mon invité du jour, Erwan Bournet, nous allons en découvrir plusieurs car oui, il a plus d'une corde à son arc. Enfin, à travers le documentaire Les éclaireurs de la guérison, rééquilibrer le ventre, vous découvrirez que dans notre ventre se cache un monde microscopique peuplé de 200 millions de neurones. Prendre soin de son ventre serait donc indispensable pour vieillir en bonne santé. Que de belles choses au programme ce soir dans votre émission. Alors Halloween, approchons à grands pas. Le premier film que vous allez découvrir ce soir tombe à pic. C'est une sacrée mise en bouche, d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle suite d'un classique du cinéma horrifique. Donc si comme moi vous êtes amateur de films d'horreur, vous allez adorer. Pour finir, ce n'est pas un film que vous allez découvrir, mais c'est pourtant l'événement ciné à ne pas rater. Je suis fan de cet artiste qui est passé de princesse de la country à reine de la pop américaine. Vous voyez de qui je parle? Allez, c'est parti, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Exorciste Dévotion. On y suit Victor, il élève seul sa fille Angela. Un jour, cette dernière va disparaître dans les bois avec son amie Catherine pendant 72 heures. Les deux jeunes filles ne se rappellent de rien et pourtant, elles ne sont pas revenues seules. Victor va devoir affronter des forces obscures. On regarde la bande-annonce. Bonne journée, sois rentré pour le dîner. Salut, bisous. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour, Catherine. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine! Angela? Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison. Hé, vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché et marché, et après je sais plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang! Ça fait froid dans le dos, j'ai hâte en tout cas d'aller le voir. Alors à noter que L'Exorciste Dévotion est le premier opus d'une nouvelle trilogie. Ce film est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles et ce jeudi au Cinéma Nian, donc sur Koné. Enfin, c'est l'une des femmes les plus puissantes au monde. Elle n'arrête pas d'engendrer des records musicaux outre-Atlantique. Elle a été nommée 35 fois aux Grammy Awards et en a gagné 12. Il s'agit bien entendu de la chanteuse Taylor Swift. Revivez au cinéma sa 6e tournée, The Eras Tour, une expérience unique, filmée avec des prises de vue cinématographiques à couper le souffle. On regarde tout de suite la bande-annonce. Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. He looks so pretty like a devil is blue. She feels brilliant. We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set. It's a cool song. Are you ready for it? I'm drunk in the back of the car, and I cried like a baby coming home from the bar. Said I'm fine, but it wasn't true. Love you ain't got the worst thing you ever had. People would come up to me and they'd be like, "You gonna just like do a show with like all the albums in it?" And I was like, "Yeah, it's gonna be called the Eras Tour. See you there."
voilà, l'artiste a déjà vendu plus de 200 millions de disques dans le monde et elle est en train de briser tous les records avec cette tournée. Vous pourrez la découvrir dès ce vendredi et ce week-end dans vos salles de cinéma habituelles. Alors, je ne sais pas vous, mais pour ma part, les métiers du cinéma me font rêver. Acteur, réalisateur, scénariste ou encore cascadeur, l'industrie cinématographique foisonne d'une multitude de métiers. Et ça tombe bien, car ce soir, l'invité que je reçois a de multiples casquettes. Allez, on le retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Erwan, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, je l'ai dit avant de te retrouver que tu avais plus d'une corde à ton arc, à commencer par la réalisation. Alors, depuis plus de 10 ans, tu réalises des courts-métrages. Je ne pourrais pas tous les citer, hein. Mais il y a eu par exemple les courts-métrages Un fou sans pédigré. Il y a eu également donc, le court-métrage Apparence. Dans l'ombre, qui avait d'ailleurs reçu le Nautil du meilleur court-métrage en 2017 au Festival du cinéma de la foi, ou encore aussi Les Visites. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir réalisateur? Quel a été ton parcours? Alors écoute, j'ai toujours aimé le cinéma, ça c'est sûr. Et au niveau de mon parcours, je dirais que ça avait démarré quand j'étais élève au collège Champagnat. J'avais mon professeur principal de l'époque, qui s'appelait Monsieur Olivier Kunchinska, qui avait monté un atelier vidéo. C'était la première année où il le faisait. Et l'objectif, c'était d'écrire, écrire, réaliser et monter un court-métrage en une année. Donc ça démarrait comme ça. Après, j'ai fait des petits films entre potes, ce qui est toujours pas mal pour se faire la main. Donc voilà, avec peu de moyens, très amateur. Et puis voilà, après, je suis autodidacte, hein, donc voilà, j'ai lu quelques livres, j'ai regardé des tutos sur Internet. Après, j'ai pu faire des vraies formations, notamment à l'écriture, à la direction d'acteurs et au découpage technique. Et ensuite, j'ai essayé de me proposer comme stagiaire sur des tournages. Et je me souviens, voilà, la première fois que j'avais été stagiaire, c'était grâce à Dominique Jean, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun et qui m'avait intégré sur un plateau pour une émission télé. Et ça m'a permis, voilà, de rencontrer un petit peu des gens du milieu. Et puis après, il y a eu aussi le Festival de la foi, qui est un élément important parce que c'est là où on peut rencontrer des producteurs, d'autres réalisateurs, des techniciens, des acteurs. Donc voilà, ça a permis pas mal de rencontres et d'échanges avec des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et après, voilà, pour répondre à ta première question, du coup, je dirais que c'est un petit peu comme n'importe quelle activité artistique, c'est un mode d'expression. Donc moi, quand j'étais adolescent, j'étais assez réservé. Donc voilà, c'était une façon de m'exprimer à travers des images et un montage derrière une caméra, quoi. De faire passer des messages? Oui, voilà, aussi, pour raconter des histoires, évoquer des idées, voilà, essayer d'exprimer quelque chose. Alors, au cinéma, il y a une multitude de métiers dans l'ombre des écrans. C'est ce que l'on a pu découvrir au fil des précédentes émissions. À ce titre, ce soir, nous allons découvrir, grâce à toi, le métier de cadreur-monteur. Parce que tu es aussi, donc tu es réalisateur, mais tu es aussi cadreur-monteur. Alors concrètement, ça consiste en quoi ? Alors du coup, c'est quand même deux activités qui sont bien distinctes, hein. C'est le réalisateur, c'est généralement dans des cadres de court-métrage principalement, puisque c'est sur la fiction effectivement que je m'éclate le plus, hein. Donc on va dire c'est les projets artistiques, j'essaie d'en faire un par an. Et cadreur, c'est les services que je propose quand je travaille pour les autres. Et c'est toujours intéressant de travailler pour les autres, effectivement, ça permet de faire des rencontres, ça permet aussi de travailler avec d'autres réalisateurs qui vous demandent des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà, ça permet de s'entraîner, de sortir un peu sa zone de confort, et c'est un petit peu moins stressant, effectivement, que d'être le réalisateur d'un projet. Donc c'est aussi reposant un peu. Le cadreur-monteur, en fait, il faut quand même avoir des qualités, je dirais, techniques, mais aussi esthétiques, non ? Oui, après, voilà, moi je suis autodidacte, donc j'ai vraiment appris sur le tas au fur et à mesure. Donc voilà, il y a eu quelques petites formations, mais c'est vraiment, voilà, à force d'exercer, de voir les autres travailler, d'apprendre des méthodes, que voilà, c'est en pratiquant qu'on finit par s'améliorer. Donc c'est une question de temps après, ouais. Mais tu aussi, ce n'est pas fini, tu as été aussi l'homme de l'ombre qui projetait des films en 35 mm. Et oui, car tu étais aussi projectionniste. Donc on va voir donc les images. C'est un métier qui a considérablement évolué lors du passage donc au numérique. D'ailleurs, je crois que ce soir, tu es venu avec un morceau de pellicule de 35 mm. Oui, c'est ça. En fait, j'ai été projectionniste pendant 5 ans.
Donc à l'époque, j'avais été formé par le Cinecity et j'ai gardé des petits souvenirs. Donc voilà, j'ai ramené une pellicule. Super. Donc aujourd'hui, donc les films sont numérisés, mais à l'époque, voilà, ils étaient imprimés image par image sur de la pellicule. Et voilà, on avait 24 images pour une seconde. Et donc ça, c'est du 35 mm. Donc c'est la largeur de la pellicule. Il y a différentes tailles, mais c'était vraiment le standard. Voilà, ça l'a même été pendant plus d'un siècle. Et donc on avait les films sur bobine, donc c'était des bobines de 20 minutes, ce qui représente quand même 600 mètres de pellicule, ce qui n'est pas rien. Et voilà, la technologie a évolué en fait, parce qu'à la base les pellicules, elles étaient, à une époque elles étaient en nitrate de cellulose, donc c'était un vrai problème parce qu'elles étaient très inflammables, donc il y avait des risques d'incendie. Même les machines elles-mêmes ont évolué, parce qu'à une époque on avait 2 projecteurs, donc on lançait une bobine sur le projecteur 1, quand il se terminait il y avait le lancement de du deuxième projecteur. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un petit cercle en haut à droite de l'image, ça c'était le repère pour les projectionnistes, mais sinon la transition était invisible, à l'œil en tout cas pour les gens qui étaient en salle. Et moi, c'est pas ce système-là que j'ai connu un système plus moderne, déjà c'était un système à plateau, c'est-à-dire qu'en fait on avait toutes ces bobines, donc ça allait 7 ou 8 en moyenne, après plus ou moins selon la durée du film, et on devait les assembler en une seule et grande bobine. Donc on enroulait ça autour d'un cerceau en métal. On mettait d'abord les bandes annonces, puisque les bandes annonces étaient également en pellicule. Donc on avait des petites bobines de bandes annonces. Après on mettait les bobines une par une, en faisant attention à ne pas se tromper d'ordre, ou à se tromper de sens d'ailleurs, parce que dans l'absolu, il y avait 4 sens. Donc vous voyez, ça fait 1, 2, 3 ou 4, voilà. Donc il fallait être sûr. Comme généralement c'était des bobines des fois qui étaient passées par d'autres cinémas et d'autres projectionnistes. Voilà, on s'assurait que tout était bien rangé comme il faut. Et après, voilà, on mettait ça sur un plateau, on enlevait le cerceau, on mettait une aiguille, on faisait tout un circuit qui était un petit peu compliqué. Et ensuite, on le rembobinait sur un plateau qui était en dessous. Et comme ça, voilà, pendant qu'on projetait le film, il se rembobinait sur le plateau du dessous. Et on pouvait alterner comme ça à chaque séance. Et on avait même 3 plateaux, je me souviens, ce qui permettait d'avoir 2 films en alternance dans la même salle. C'est du boulot, hein. Ouais, c'était pas mal de boulot. J'étais tout seul pour gérer 12 machines de projection sur 3 étages différents. Ah oui, quand même. Et il fallait aussi démonter les films qui sortaient de l'affiche et remonter ceux qui sortaient la semaine suivante. Donc voilà, on n'avait pas vraiment le temps de s'ennuyer. Ah oui, j'imagine. Voilà, c'était un travail intéressant. Aujourd'hui, ça a évolué, hein, c'est tout numérique, donc Voilà, ça a perdu un peu de son charme, j'imagine. Un petit peu, c'est vrai, aujourd'hui maintenant c'est ce qu'on appelle des DCP, effectivement, donc c'est des films qui sont directement téléchargeables sur des serveurs. Après, pour pouvoir les lire, il faut une KDM, donc c'est une sorte de clé avec des milliers de caractères, donc avant de la déchiffrer, c'est quand même très sécurisé. Et en fait, ce qui a vraiment tué le 35 mm, c'est un film en particulier, c'était Avatar de James Cameron qui est sorti en 2009, qui était donc un gros blockbuster sorti en 3D, qui a obligé donc du coup la plupart des cinémas du monde à investir dans des machines numériques, et à partir du moment où on en avait une pour diffuser Avatar, on savait que c'était qu'une question de temps avant qu'elle soit toute remplacée. Donc on pensait qu'on aurait quand même une dizaine d'années avant vraiment que la transition soit faite, et dans mes souvenirs, je crois qu'en 3-4 ans, c'était déjà terminé, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas complètement mort, parce qu'il y a encore des réalisateurs qui tournent sur pellicule. Oui, encore heureusement. Voilà, comme Steven Spielberg ou Quentin Tarantino, Christopher Nolan, qui sont des grands défendeurs de la pellicule et qui vous diront que même si les caméras numériques sont plus performantes à l'heure d'aujourd'hui, bon, c'est un peu un débat, mais à ce niveau-là, en tout cas, on peut dire quand même que la pellicule peut-être avait un charme qu'on arrive difficilement à retranscrire numériquement. Voilà, même si on essaie de s'en rapprocher en retravaillant la colorimétrie ou en rajoutant un petit grain pour que l'image soit pas trop propre, on a quand même un type d'image qui n'est pas tout à fait le même, donc certains sont encore attachés à la pellicule, quoi. En tout cas, tu as dû en passer des heures dans les cabines à regarder donc des films. Et justement, est-ce que toi, tu as une petite anecdote ou plusieurs à nous raconter? Ah à mes débuts, oui, j'avoue que j'ai fait quelques erreurs, hein, c'est normal, puisque du coup, je débutais. C'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça. Alors, je me souviens, une petite anecdote un peu marrante. Bon, c'était il y a plus de 10 ans, donc il y a prescription, hein, on va se dire ça. Je devais projeter le film Esther. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était un film d'horreur assez violent. Ouais. Et je m'étais trompé de bobine et j'avais lancé La Princesse et la Grenouille, qui était un dessin animé de Disney. Donc voilà, les gens étaient un peu surpris dans la salle, mais bon, valait mieux ça que l'inverse en fait, quoi, pour le coup. Alors le cinéma, c'est une passion pour toi, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce domaine, dans le cinéma? Alors en fait, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, je trouve. Déjà, c'est un métier qui en réunit plusieurs, donc ça c'est assez fascinant. Donc
On s'en rend compte plus quand on regarde les génériques de fin des films, on voit des centaines de noms, on se dit ah waouh, il a fallu tout ça pour faire le film. Parce qu'il faut des gens pour les décors, des gens pour les costumes, le maquillage, il y a les gens de l'image, caméra, lumière, il y a le son, il y a la musique par exemple, des fois ils embauchent tout un orchestre juste pour faire la BO. Après il y a la post-production, le montage, l'étalonnage, enfin c'est très riche, c'est très dense et tout le monde travaille pour un projet commun. Donc ça c'est assez fascinant. Après, voilà, comme je l'avais dit, pour moi c'était aussi un mode d'expression et c'est vraiment, c'est littéralement rêver les yeux ouverts le cinéma, c'est ça qui est génial. Et alors, je pourrais citer plein de raisons, mais ce serait un peu long. Mais il y en a une aussi qui me vient, c'est que ça permet d'immortaliser une époque. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que voilà, la société évolue et à chaque décennie, c'est assez flagrant. Et quand vous regardez un film des années 70, 80, 90, par exemple, vous faites des comparatifs, ça permet un petit peu de voir comment c'était à l'époque. Alors, visuellement, bien sûr, d'une part, parce que vous avez les constructions de l'époque, les voitures, comment les gens s'habillaient, étaient coiffés. Mais il n'y a pas que le visuel, il y a aussi l'état d'esprit, les discours. Donc, ça permet de voir un petit peu comment la société a évolué. Et on progresse. C'est pas toujours de manière négative, certaines choses qui évoluent, d'autres pas, mais il y a aussi des choses positives, donc je trouvais que c'était intéressant à constater aussi, quoi. Alors Erwan, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as des projets en cours, des projets à venir? Oui, alors normalement je dois être cadreur sur le tournage d'un clip le mois prochain. Donc je ne sais pas si j'ai encore le droit d'en parler parce que c'est pas tout à fait officialisé. Non, mais c'est un tournage qui doit se faire sur Point-d'Imier. D'accord. Et après, en tant que réalisateur, j'essaye de faire un projet par an, ce qui est un rythme un peu compliqué à tenir. Et là actuellement, j'ai commencé, j'ai commencé l'écriture de 2 scénarios de court-métrage. Et l'idée, en fait, ce serait de faire un projet qui sera ambitieux, avec, qui nécessiterait un producteur, un financement, toute une équipe, quelque chose de compliqué qui prendrait pas mal de temps. Et un deuxième projet qui serait beaucoup plus simple, que je pourrais faire par mes propres moyens, et qui serait plus rapide. Voilà, donc j'aime bien en fait alterner des gros projets, des petits projets, ça permet des respirations. Donc voilà, c'est un rythme qui me plaît. Dernière question, Erwan, si tu avais un message à faire passer aux jeunes Calédoniens qui aimeraient se lancer dans un métier du cinéma, qu'est-ce que toi tu leur conseillerais? Alors, ce que je peux leur conseiller, déjà dans un premier temps, faire des petits films entre copains pour se faire la main, c'est pas mal, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui c'est accessible. Avec un téléphone, on peut tourner quelque chose. Ensuite, dans un second temps, ce serait d'essayer de se former. Et puis après, essayer de ne pas hésiter à essayer de monter des projets un petit peu plus ambitieux, chercher des financements. Si vous ne savez pas comment faire ou vous n'avez aucune idée de la démarche à suivre, je peux vous renvoyer vers le bureau d'accueil des tournages de la province Sud. Donc vous trouverez leurs contacts facilement sur Internet. Exactement. Et eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous les contacts, ils sauront vous guider. Et voilà, donc après, continuer d'être régulier. Et puis, se dire qu'aussi la critique, ça fait partie du jeu, faut savoir l'entendre. Et même quand elle est négative, si elle est pertinente, faut l'écouter, comprendre un petit peu ce qui permet de progresser, de s'améliorer sur le projet suivant. Et pour conclure, je dirais, faut pas se décourager, ce serait vraiment ça mon conseil numéro 1, parce que c'est long, ça peut être un peu laborieux, mais ça vaut le coup, parce que c'est vraiment passionnant à faire, quoi. Erwan, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Encore merci pour ton invitation, et puis merci de mettre en lumière les métiers du cinéma. Bonne continuation à toi pour la suite de tes projets. Et puis qui sait, on se reverra dans une prochaine émission. Écoute, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Alors le cinéma ou encore les films documentaires nous permettent d'explorer le monde, de la science, mais aussi de la santé. C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir, c'est le retour de notre série Les Éclaireurs de la Guérison. Et oui, une création originale de Canal+. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette série qui part sur les traces d'éminents chercheurs qui sont soucieux d'inventer le futur de la médecine, où il est souvent question d'innovation scientifique, notamment ce genre de choses. Nous avions déjà abordé les épisodes consacrés au cœur et au cerveau, et cette fois-ci, il s'agit du ventre. Eh bien oui, de notre ventre, avec ce nouveau numéro intitulé « Rééquilibrer le ventre », écrit et réalisé par David Paturel et Elena Sander. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder un petit extrait. Et si nos intestins détenaient la clé de notre santé ?
C'est le pari qu'ont fait une poignée de chercheurs audacieux. Ils consacrent leur vie à l'étude de ces tubes qui transforment notre nourriture en matière fécale. Et leurs découvertes sont stupéfiantes. Dans notre ventre se cache un monde microscopique, foisonnant, dont on ignorait tout ou presque. Un monde qui agit en permanence sur notre santé et notre bien-être. Ce monde quasi inconnu se nomme le microbiote. Le comprendre, c'est potentiellement guérir des millions de patients en souffrance. C'est établir un lien concret entre notre estomac et notre cerveau, et s'en servir pour apaiser ou faire disparaître des maladies chroniques ou dangereuses. Le terrain est en friche, mais l'enjeu est immense. Et oui, Stéphanie, c'est tout simplement époustouflant. Et si notre système digestif, en d'autres mots, nos intestins, était la clé de notre santé? C'est vraiment la question que pose ce documentaire. Donc le microbiote, c'est environ 2 kilos dans notre contenu intestinal avec plein de microbes. Tu te rends compte, Stéphanie? Ils nous protègent et ils nous aident à digérer, en fait. On en a besoin de ces C'est microbes. une sacrée machine, hein. Étonnant, non? Tu sais, quand on parle de bactéries, en général, on a une idée comme quoi c'est plutôt négatif, quoi. Exact. Et en fait, nous sommes remplis de micro-organismes qui vivent en nous, Stéphanie. C'est de bonnes bactéries. C'est absolument incroyable. Il y a tout plein de vie là-dedans. Dans ce documentaire, on retrouve bien évidemment Joël Doré. C'est un petit peu le chercheur qui a découvert le potentiel de notre microbiote. C'est le spécialiste. On l'appelle Monsieur Microbiote. Oui. Ils n'ont pas été loin. Hein. Car il a fallu étudier des selles humaines. Et oui, en d'autres mots, de la merde, du caca. Oui, vous avez bien compris. Pour comprendre tout ça, car c'est dans nos excréments que se cachent les bactéries de nos intestins. Et ouais, c'est tout à fait fou. Trop microscopique auparavant, effectivement, c'est grâce aussi au développement des technologies et de la médecine. C'est une révolution technologique car on peut maintenant étudier ces micro-organismes, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Alors on parlait de flore intestinale, mais avec le progrès de la médecine, c'est tout un monde de bactéries que l'on a découvert. Du coup, ce ne sont pas des agresseurs, tu l'as bien compris, bien au contraire, elles permettent des interactions bénéfiques. Là-dedans, on découvre de la levure, des champignons, des virus, et oui, toutes ces bactéries-là. Et c'est très riche. Et plus c'est riche, et plus en fait le patient est en bonne santé. On a découvert chez des gens qui étaient obèses qu'il n'y avait pas justement cette richesse, il n'y avait pas assez de diversité microbienne en fait. Et du coup, une question s'est posée, Stéphanie. Est-ce que les maladies neurologiques ont-elles un lien à voir avec notre microbiote? Eh bien oui, effectivement, des recherches ont été réalisées. Et on a découvert que le déséquilibre du microbiote, quand ça se passe mal là-dedans, serait impliqué dans des maladies comme l'autisme, Parkinson ou encore Alzheimer. Et oui, enfin, tout ça est encore à l'étude. Et dans certains cas, dépression aussi. De nouvelles pistes thérapeutiques pour demain. Le microbiote, c'est comme un écosystème, une forêt. Il faut en prendre soin et faciliter leur richesse. Manger des fruits et légumes, bien évidemment, c'est la solution pour être en bonne santé. Et manger équilibré pour que le microbiote fonctionne, pour qu'on soit bien. Tout simplement, tu as compris. Tout ça, c'est même lié au cerveau. Et ça, enfin bref, c'est notre deuxième cerveau, c'est tout à fait époustouflant. Et voilà, Stéphanie. Bah écoute, merci Mathieu à toi pour cette belle découverte. Moi aussi, j'ai découvert plein de choses incroyables. Et n'oubliez pas, donc, prenez bien soin de votre deuxième cerveau. Un documentaire que vous retrouverez sur Caïdonia le lundi 16 octobre dès 19h55. Alors enfin, on poursuit comme la semaine dernière avec une saga culte dont le 10e opus est sorti cette année. Je parle bien entendu de la saga Fast and Furious. Et justement ce soir avec King Taz, nous allons découvrir les coulisses de ce film dont le premier opus est sorti en 2001. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de petits, t'es pas prêt, pas. Non mais allez, sérieux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler voitures et courses. Ah, ça, j'aime bien ça. Je sais, c'est pour ton plus grand plaisir qu'aujourd'hui, on va décortiquer les secrets de tournage du film... Fast and Furious. Quel enthousiasme! Entre l'amour de la vitesse, les gros bolides et une bonne grosse dose de testostérone, l'histoire de Fast and Furious sort tout droit d'un livre encore? Eh ben non, d'un article. Comment ça? Le réalisateur, Rob Cohen, tombe sur un article écrit par Ken Lee et qui parle des courses illégales à New York. Il se dit que ce serait génial un film là-dessus, surtout qu'il y en avait aussi à Los Angeles. Et c'est qui a choisi les voitures? Eh bien ça, c'était très compliqué, puisque le réalisateur voulait des show cars, des voitures d'exposition pour des magazines en gros. Sauf que la voiture coûte au minimum 100 000 $, soit 10 millions de francs CFP par voiture. Surtout que quand tu vois ces scènes-là...
Et comment ils ont fait du coup? Eh bien l'équipe a loué des voitures. Ils les ont exposées dans les studios Universal et le réalisateur a choisi les modèles qui seront dupliqués x5 ou x7. Et la fameuse Supra, c'est un prêt du directeur technique du film. Ah ouais, le budget il était serré sur le premier opus. Est-ce que tu savais que Letty et Mia n'avaient pas le permis et elles ont dû le passer si elles voulaient jouer dans le film? L'engin, j'avoue, c'est pas pratique pour un film qui parle à 95% de voitures. Mais comment ils ont fait pour faire toutes les cascades? Il y avait beaucoup de scènes de cascades compliquées à tourner. Bien évidemment, il y avait des cascadeurs, mais la totalité des scènes ne pouvait pas se tourner qu'avec des cascadeurs. Du coup, tous les acteurs ont dû partir à Las Vegas, dans une école spécialisée, pour apprendre certaines cascades. À Las Vegas? Eh ouais, et c'était chaud pour la bande de se lever à 7 heures après des nuits endiablées. Pouf, j'imagine. C'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, tout est possible. Il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.